Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 21 décembre 2020. Alors ce matin, formulaire, ce sera le recueil de poésie qu'a choisi Yazid Aït Mehiddine pour nous le présenter dans sa rubrique L'instant d'Ib. Griga Ahsen, alors Ahmed Griga Ahsen, lui, dans sa rubrique, nous emmènera du côté du XXe siècle vers les années 1930-1940 pour nous faire découvrir l'un des premiers architectes algériens. Ce matin, place à la solidarité puisque nous allons nous intéresser à la prise en charge des SDF. Une représentante du ministère de la Solidarité sera parmi nous ce matin. Encore les étudiants, vous le savez, très dynamiques et très intéressés par le monde du travail et surtout créer ce pont solide entre l'université, les étudiants et aussi les entreprises, le monde du travail. Une étudiante en master informatique viendra nous parler, donc de l'université de Béjaïa, viendra nous parler des activités des étudiants. Et nous terminerons l'émission avec le plein de vitamine C du moment que Myriam Oussaïd, elle, s'est intéressée à un fruit de saison très prisé. Justement, il fait partie de la famille des agrumes. Elle s'intéresse ce matin au pamplemousse. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Alors, excusez-moi, juste pour l'étudiante, donc elle nous vient de Skikda et non pas de Béjaïa. On laissera donc la prochaine fois, Inch'Allah, pour d'autres étudiants qui nous viendront de Béjaïa. Et donc, voilà pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Frial Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Friel. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Excellent réveil à vous et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et je suis très heureuse de vous retrouver. On est toutes aussi très heureux de vous retrouver. Alors, Friel, le week-end, nous avons été bien accompagnés par la pluie. Aujourd'hui, plutôt du soleil. Exactement. Ça va continuer? Voilà, ça va continuer. D'après bien sûr Météo Algérie, la tendance sera à l'amélioration à partir d'aujourd'hui. Seulement pour l'ouest et le centre. À l'est, il faudra encore patienter. Nous aurons quelques faibles pluies. Puis le temps va se dégager à partir de l'après-midi et le soleil reprendra le dessus. Sur la partie sud, on notera un ciel passagèrement nuageux vers le Sahara central, le Sahara oriental, accompagné de quelques faibles pluies au sud des oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le beau temps sera au rendez-vous aujourd'hui. Les températures prévues pour cet après-midi, grâce au retour du soleil, elles accuseront une légère hausse, surtout vers l'ouest et le centre. On relèvera cet après-midi 18 degrés à Oran, Alger aussi, Tlemcen jusqu'à Annaba et Skikda. Le minimum 9 degrés seulement aujourd'hui pour Al-Beyod, 12 à Batna, Djulfa, Rilizan, Chlef aussi. Sur la partie sud, on relèvera un maximum de 31 degrés à Bojbadji Mkhtar, Ngzam, 21 à Drar Ain Salah, Tamanrasat, Janet, Hassim Saoud, 16 pour Ilizi et enfin 23 à Tamanrasat. À présent, eh bien, place ce matin à l'état de la mer. Aujourd'hui, la mer sera peu agitée sur l'ensemble des côtes et les vents varient entre 10 et 20 et 30 degrés plutôt entre 10 et 30 km/h près des côtes ouest, entre 20 et 30 km/h près des côtes centre et entre 20 et 40 km/h près des côtes est. Aujourd'hui donc, eh bien, le soleil se couchera à 17h36. Je vous remercie pour votre attention. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Friel. On vous retrouvera tout à l'heure. Tout à l'heure. Après le journal télévisé du midi. Exactement, voilà. 19h aussi. Tout à fait. Et demain? Non, demain non. Demain non, d'accord. Merci beaucoup Friel, on vous souhaite une très agréable journée. À vous aussi. Et à très bientôt. À tout à l'heure, merci. Et on continue, pause musicale. Donc pour commencer l'émission, ce sera en compagnie de Harold Lopez. Nous ça, et on se retrouve juste après.
donc Harold Lopez Noussa, c'était le choix de Yazid Ekmehidine. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça se passe bien. Ça c'était ton choix, c'est un Yazid. peu du jazz le matin. Ça donne quand même une vivacité, ça donne un peu de... Enfin, c'est cool, non? C'est cool, mais finalement sans brusquer, surtout la matinée, on a besoin de se réveiller de façon quand même assez progressive. Oui. Voilà. Alors ce matin, donc dans l'instant Dib, on va s'intéresser à un autre recueil de poésie formulaire. Alors pourquoi ce choix, Yazid? Formulaire, en fait, entre Mohamed Dib et la poésie, c'est une grande histoire d'amour. Ça a commencé alors qu'il n'avait que 15 ans. Il a produit un grand poème, Vega, constellation cosmique. Et par la suite, bon, il y a eu Feu Beau Feu. Il y a eu par la suite également un grand poème qui a été préfacé par Louis Aragon, à savoir Ombre gardienne. Et dans les années 70, il passe à autre chose. Il produit, il écrit, il publie Formulaire. Donc c'est un recueil de poésie qu'il a édité chez Le Seuil en 1970. Donc ce poème Formulaire, qui est une suite de poèmes également, il a abandonné en fait le style lyrique, il a abandonné un petit peu le canon d'écriture poétique, donc, comme le lyrisme et le romantisme, pour faire une expérimentation avec la métaphysique et le surréalisme. Voilà, alors on revient à ce recueil de poésie formulaire Yazid. Donc Mohamed Dib nous a habitués à se poser des questions à travers ses écrits. Alors est-ce que c'est le cas encore une fois cette fois-ci? Ah oui, Mohamed Dib, c'est toujours le rapport à l'homme, le rapport à autrui, le rapport au langage. Simplement, le style a changé. Avant, c'était le lyrisme. Le lyrisme, c'est le... Pourquoi le lyrisme? D'ailleurs, Mohamed Dib était quelqu'un qui était très inspiré par la culture gréco-romaine. Le lyrisme, c'est parce qu'à l'époque, on fredonnait des poèmes en s'appuyant sur les sonorités de la lyre, l'instrument. Donc, et le lyrisme, c'est ce rapport au sentiment, ce rapport à la romance, ce rapport à l'amour. Mais là, par rapport à, par exemple, à Ombre gardienne, c'était un roman gorgé de cette force lyrique, de ce rapport à la terre aussi, parce que c'était aussi une pensée à la révolution algérienne, ce livre qui a été préfacé par une des grosses pointures de la littérature et de la poésie du journalisme français, Louis Aragon, qui lui aussi a été un défenseur de la révolution algérienne dans la poésie Ombre gardienne. On a parlé des Aurès, on a parlé de cette force novembrienne. Donc, mais dans le formulaire, en fait, il abandonne en quelque sorte ce rapport au lyrisme, ce rapport à cette poésie lyrique. Il tente une expérience dans le surréalisme et dans la métaphysique. Alors peut-être qu'on va voir le livre Yazid. Oui, bien sûr. On va le découvrir de plus près. C'est un livre que j'ai acheté chez je pense que c'est chez le bouquiniste de la rue, je pense que c'était du côté du marché Nelson à Bébéloued. Voilà, donc c'est un Alors peu on voit que c'est un livre qui a été bien lu. Hein, donc, oui, il a été lu, relu, il y a des ratures, il y a des... J'ai un peu écrit des choses, j'ai essayé de comprendre, etc. Mais voilà. Prise de notes à chaque fois. Et... Il y a eu des prises de notes, effectivement, mais je voulais simplement rebondir sur un point, c'est que le formulaire, il a été quand même dédié à plusieurs hommes de lettres. Tout d'abord, il a commencé par dédier un recueil de poèmes à... Je pense que le premier, c'était...
Maurice Ohana, qui est un grand pianiste, musicien français. Il a également dédié un autre poème, une suite de poèmes à John Cayrol. Et John Cayrol, ce n'est qu'un... Enfin, John Cayrol, c'était l'homme qu'il a rencontré durant les rencontres littéraires de Sidi Madani du côté de la... Il y a des images qui défilent entre Oui, temps, oui, en Yazid. fait, oui, ça c'est Maurice Ohana. Donc il y a carrément un poème qui a été dédié à ce grand musicien français, Maurice Ohana. Il a pas mal de musique dans Cadran lunaire que nous allons écouter par la suite. Et puis il y a John Cayrol qui est c'est l'éditeur de la Maison Seuil. Et John Cayrol, il y a un rapport d'amitié intense. On le voit là justement. John Cayrol, oui. Là, on le voit bien. Et il a rencontré Mohamed Dib à l'occasion d'une grande rencontre littéraire dans les années 30. Ça s'est déroulé à Sidi Madani du côté de la Shefa, pas loin des ruisseaux des singes. Et là, il y avait un grand événement. Et ça s'appelait les rencontres de Sidi Madani qui a regroupé Albert Camus, John Sénac, Mohamed Dib, Abdelrahman El-Jilali, il y a même, comment il s'appelle, Melk Ben Nabi, et celui qui avait la revue Forge, je pense que c'était Jules Roy ou Robles. Et là, Mohamed Dib n'oublie pas les amis. Il rend hommage en fait à Jean Cayrol. Mais le premier dans le roman à qui il a rendu hommage, c'était Louis Aragon. Parce que Louis Aragon, il lui a préfacé Ombre gardienne. Donc c'est l'un des premiers romans, donc l'un des premiers poèmes de ce recueil formulaire a été dédié à Louis Aragon. D'ailleurs, tout au début, c'est un premier poème qui s'intitulait Exergue, et par la suite, il y a Charge de temps, et dans Charge de temps, il y a Chemin. Chemin, il a été dédié à Louis Aragon, futur qui songe. Peut-être une petite lecture, Yazid? Oui, mais la lecture, je dois choisir, je vais choisir une lecture dédiée à Jean Cayrol, parce que dans cette lecture, c'est la page, je pense que c'est là, parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ce poème, La folie de Claude Lorrain. C'est qui Claude Lorrain? Claude Lorrain, c'est un grand peintre qui a inspiré Mohamed Dib. Et dans ce poème, La folie de Claude Lorrain, il a été dédié à John Cayrol. C'est une suite de trois poèmes. L'indestructible, Arythmée du main et Submersion de la peine. Je vais lire L'indestructible. Et nous allons écouter la musique de Maurice Ohana, que Mohamed Dib a honoré également dans ce roman. Et là, on est en train de voir les œuvres de Claude Lorrain. Part légère de l'espace fidèle, dans la lenteur du jour, quand tu veux te livrer à la douceur, te presser sur le sommeil d'un visage, passer de preuves et d'enfance, et changer tes plaies en route d'écume, t'accompagner d'une bête pensée qui fomente une odeur de coriandre, la terre devant oublier la devise, tu t'agenouilles dans l'inextinguible sincérité de la poudre. Submersion de la peine. Impossible main qui détache le cœur, pour qui l'heureux tend d'appareiller et trace d'oubli sur une centre d'eau et produit secret de bien des morts. Impossible main qui détache le cœur, pour qui l'heureux tend d'appareiller et trace l'oubli sur une cendre d'eau et produit secret de bien des morts. Quelqu'un te lèvera près de noyer, la mer sous des grilles de feuilles,
et dans la stricte obédience du jour, quelqu'un te lèvera qui se retirera. Dépensant dans la profondeur solaire des signes hors de toute raison, non sans qu'un précoce vent stérile ne cesse de monter de la somme de ses départs. Donc, époustouflant donc, ces paysages de Claude Lorrain. Voilà, que nous étions d'ailleurs en train de découvrir pendant la lecture. Les paysages donc, de Claude Lorrain, paysages peints par Claude Lorrain, parce que Claude Lorrain était influencé par un grand peintre titien. Et Mohamed Dib, en fait, s'est inspiré aussi de ces paysages de Claude Lorrain pour construire toute sa rythmique et pour construire aussi toute la beauté profonde de ces textes poétiques. Donc, Submersion de la peine, en quelque sorte, qui est dédié à Claude Lorrain, a repris en quelque sorte parce que quand on voit par exemple les œuvres de Claude Lorrain, les personnages sont un peu des sujets mineurs. Et c'est les paysages, c'est tout ce qu'on voit comme paysage qui prennent un peu de la place et il détaille un peu plus les paysages que les personnages, et puis un travail de lumière extraordinaire, parce que le roman, plutôt la poésie de Mohamed Dib est inondée de lumière, d'ailleurs même dans la préface ou dans la dernière page, il parle de ce soleil derrière, soleil devant, des soleils émergeant sans cesse de bleu de l'être, il réchauffe, il brûle, il aveugle, il dilue le monde. Donc on voit que la présence de la lumière est importante dans l'œuvre de Mohamed Dib, qui est foncièrement un poète solaire. Alors justement, parlons encore une fois de l'œuvre de Mohamed Dib. Alors Yazid, là on est en train de découvrir quand même un autre style de Mohamed Dib, parce que là on va un petit peu vers cet hommage aux personnes et aux personnages qui ont marqué Mohamed Dib. Alors dans les recueils de poésie de Mohamed Dib, habituellement il nous habitue à avoir des chapitres, et chaque chapitre nous oriente vers des questionnements particuliers. Est-ce que c'est le cas pour Formulaire, ou vraiment on est dans un autre style complètement différent de ce que nous connaissons de Mohamed Dib? Oui, tu as raison de parler de questionnement, parce que c'est vrai, dans ce roman, ce n'est qu'un prolongement de toute la tradition poétique dibienne, puisque le questionnement, c'est une forme de rapport à la métaphysique, c'est une forme de rapport au surréalisme. Fini donc l'amour à la fleur de peau, fini un peu le rapport à la féminité, pas à la féminité, mais à la romance, et c'est moins intimiste, c'est moins personnel, mais c'est plus profond et c'est plus universel. Donc, et puis il y a toujours ce verbe concis et cette économie des mots avec laquelle il essaye de saisir l'essentiel et de saisir la profondeur à travers la contemplation et le questionnement, comme vous le dites si bien. Alors justement, cette invitation au questionnement, ça peut aussi créer une certaine interactivité entre l'auteur, donc Mohamed Dib lui-même, et puis le lecteur, parce que tu nous dis à chaque fois que, je retiens ça du moins de toi, parce que tu nous dis à chaque fois que lire Mohamed Dib, il ne faut pas être fainéant. Oui, bien sûr, parce que de toutes les façons, lui, il a dit, moi j'ai fait mon travail d'écrivain, à vous de faire votre travail de lecteur. Donc il le dit bien, et il nous invite carrément à faire cet effort de saisir le beau dans les glissements de sens, dans les nuances, etc. Et ça, c'est un travail... C'est à nous donc de saisir cette chance d'avoir un grand écrivain qui a vécu dans cette terre, qui est l'Algérie, qui est Mohamed Dib, et qui reste aussi un écrivain universel. Je voulais simplement rappeler que Mohamed Dib, il était en train d'écrire un roman, en fait, un roman intitulé Dieu en barbarie. Et à un moment donné, chaque écrivain, il a des moments de blocage, il a des moments... Oui. Donc, pour reprendre, donc il était carrément il était carrément en train d'écrire ce roman Dieu en barbarie, et
du coup, il bloque. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque, peut-être il va marcher, peut-être il va chanter, peut-être il va essayer de... Faire un petit recul. etc. Mais là, il a, pour redémarrer la machine, pour redémarrer la dynamique, il est passé à la poésie, il a accouché d'un beau poème, Submersion de la peine. Donc, du coup, il a carrément réussi un roman qui est Le Dieu en barbarie, et puis il a pensé à son ami John Cayrol, il lui a dédié Submersion de la peine. Et pour ceux qui veulent connaître, enfin, avoir une idée sur ce texte, sur formulaire, Le recul. il y a un travail qu'on peut trouver sur Internet de la revue Manuscrit. C'est Caroline Restac qui a écrit une publication, un travail intitulé « Dossier génétique de submersion de la peine de Mohammed Dib ». Voilà, un travail de recherche approfondi. Voilà, si vous voulez savoir, d'ailleurs, elle a consulté toutes les œuvres de Mohammed Dib à la Bibliothèque nationale de France, et bien sûr avec l'autorisation de Madame Colette Dib, elle a pu travailler sur tous les manuscrits, elle a vu comment il a fait des ratures, comment il a changé, comment il a retravaillé un poème, comment il a rendu donc le final, etc. Et justement, on retient beaucoup que Mohammed Dib Yazid a écrit pour les adultes et pourtant il a même écrit pour les enfants. Là, on remercie justement l'épouse de Mohammed Dib, Madame Colette Dib, qui a mis à notre disposition donc l'un des livres qui a été écrit donc par Mohammed Dib, qui est destiné aux enfants, Salem et le sorcier. Donc c'est un livre qui vous sera très bientôt donc présenté par Meissa, donc ce sera durant les week-ends. Voilà, donc on la remercie d'avoir mis à notre disposition ce livre qu'on pourra présenter aux enfants. Il faut dire que ce n'est pas le seul titre pour enfants que Mohammed Dib a écrit, n'est-ce pas Yazid? Oui, il a écrit aussi Baba Fekran et puis le Chakiboud. L'histoire du Chakiboud, et nous avons aussi un exemplaire du conte l'histoire du Chakiboud qui nous a été remis par Catherine Dib, que nous remercions également, et que Meissa Belaroussi va prendre en charge prochainement. Prochainement, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup Yazid encore une fois pour cet instant Dib. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre instant. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup Yazid. Et on continue le programme. Cette fois-ci, ce sera une visite que nous vous proposons du côté du palais des Raïs en compagnie de Sabrina Khalifi. On se retrouve juste après. Le palais des Raïs, plus connu sous le nom de Bastion 23, fait partie de ces vestiges et monuments historiques de la capitale à visiter absolument, aussi bien pour le touriste étranger que pour les amateurs d'histoire, de culture et de beauté architecturale. L'ensemble occupe une surface de 4000 m². Il est composé de 3 palais, palais 18, palais 23 et le palais 17, ainsi que 6 petites maisons appelées maisons des pêcheurs. L'acte de naissance du bassin 23 prend effet avec la construction de Burj Souzia, bâti sur ordre du Dey Ramadan Pacha, vers l'an 1576. Ce burj fait partie des remparts de la ville d'El Jazeera. Cette partie de la ville assurait à l'époque un rôle purement stratégique et militaire. Elle deviendra un prolongement naturel de la Kasbah vers la mer. Le palais 18 a été construit en 1750 par Reis Arnaout Mami. Ensuite, il a été racheté par le Dey Mustafa Pacha pour en faire sa résidence. Ce n'est qu'après que les palais 23 et 17 ont été construits.
Après 1830, il sera occupé par le commandant du génie civil. Il deviendra un pensionnat pour jeunes filles, puis le consulat des États-Unis, la résidence du duc du Mal, et enfin, il deviendra une bibliothèque municipale. Il sera ensuite pillé avant d'être restauré. Le palais 18 est plus impressionnant de par ses nombreux décors tels que les fresques, les faïences, les colonnes de marbre, mais aussi les plafonds en bois de la salle à manger. Les palais 17 et 23 étaient à l'époque ottomane occupés par des domestiques. C'est pour cette raison qu'ils apparaissent comme étant plus modestes. En 1992, le palais des Raïs a été classé en tant que monument historique au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire a fait que ce vestige soit l'un des derniers témoins qui atteste physiquement du prolongement de la Médina d'El Jazaïr vers la mer. Et l'actualité en a fait depuis quelques années, après sa restauration, le centre des arts et de la culture. Une manière de le rendre accessible au public, de faire de ce genre de lieu un espace culturel par excellence et un site touristique qui draine de monde aussi bien autour du bâti lui-même et de l'histoire qu'il véhicule que pour les diverses manifestations culturelles qui abritent tout au long de l'année. Et voilà, donc c'était une visite guidée avec Sabrina Khalifi pour découvrir Qasr el-Riyas, donc le palais des Raïs. On reste quand même dans le domaine de l'architecture. Ce sera en compagnie d'Ahmed Grigahsed. Bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les spectateurs. Alors on va rester dans l'architecture puisqu'on va découvrir en votre compagnie aujourd'hui l'un des premiers architectes algériens. On ne va pas aller très loin hein, dans l'histoire. Non, c'est juste le siècle dernier. Il est mort, il est décédé en 1984, donc ça fait pas très longtemps. Mais il faut dire que le bonhomme est très méconnu, sinon inconnu, sauf chez quelques-uns. En fait, nous passons d'un génie, Mohamed Dib, génie de la parole, génie de l'écriture, un autre génie, le génie des pierres. Il le dit dans l'un de ses écrits, c'est par les pierres que les grandes civilisations ont écrit leur civilisation. Alors on parle d'Abdelrahman Bouchama. Exactement, Abdelrahman Bouchama, c'est l'un des premiers architectes. Il est né à Alger en 1906, il est décédé à Alger en 1984. Mais c'est un parcours de 70 ans où il a fait il a fait beaucoup de choses, il a fait plein de choses. Enfin, vous m'excusez, mais je vais l'appeler comme ça. C'est un philosophe de la nature, comme on faisait à l'époque de la Grèce antique, à l'époque de Bagdad, à l'époque de Cordoue. Parce qu'il a touché à tout. Il a touché à la physique, il a touché à l'architecture, aux mathématiques. Et il a été avec une motivation, entre guillemets, un peu mystique. Parce que c'est un Algérien authentique, même s'il a étudié dans l'école moderne en architecture, il a fait architecture. Ils étaient en fait les trois premiers, c'était lui, il y avait l'architecte Ben Smaya et un autre architecte collègue à lui, le Kamal. Donc je ne sais pas qui a été premier exactement, qui a été second, mais c'était les trois premiers. Donc ça, c'est pour être un peu juste vis-à-vis de ses camarades. Mais lui, il a
il a un parcours particulier parce qu'il est resté attaché à la civilisation islamique, il est resté attaché à l'identité algérienne et ça se voit dans tous les travaux qu'il a laissés. Il a laissé beaucoup d'œuvres qu'on voit. Là où on va à Alger, en Algérie, on voit l'œuvre de Bouchama, mais on ne sait pas en fait que c'est l'œuvre de Bouchama. Et qu'est-ce qui a motivé Bouchama à faire ce qu'il a. On va voir une photo de Dar al-Hadith qui a été construite à Tlemcen pendant les années 30 et c'est une œuvre de Bouchama et un de ses collègues algériens aussi. Il y a l'Institut. Ça, c'est l'ouverture de l'inauguration avec au milieu Cheikh Abdelhamid Ben Badis, avec toute l'élite de Tlemcen de l'époque. Ils étaient tous présents. C'est un travail du peuple. Et c'est aussi le travail de cette classe de familles aisées algériennes qui avaient le devoir, qui avaient le sentiment du devoir vis-à-vis de leur société. Donc, ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Ça, on va voir aussi l'Institut de Kharouba, donc de sciences islamiques de Kharouba. C'est une œuvre architecturale. Et il faut voir donc, entre cette image que nous présentons, elle est toute beauté, et ce qui est maintenant, donc il y a un monde. Il faut le dire parce que j'ai visité il y a quelques semaines et j'ai été révolté parce que même si on n'a pas de respect pour nous-mêmes, qu'on respecte le bonhomme qui a fait ça. Ça reste quand même un patrimoine. Exactement. Ça reste quand même un patrimoine. Exactement. Nettoyer n'a jamais tué personne. Donc, en pleine crise de Covid. Et donc... c'est un appel que vous lancez ce matin. Exactement, c'est un appel du cœur. Je m'excuse, je me suis permis cet égarement. Mais en fait, il y a aussi cet investissement que faisaient aussi ces familles, entre guillemets, bourgeoises, ces familles aisées, qui faisaient dans les jeunes diplômés algériens. Parce que l'un de ses premiers projets a été de réaliser un projet à Tlemcen. Donc, il arrive chez un grand commerçant, mais qui était aussi connaisseur, c'était un ciseleur. Il lui demande de construire, je pense que c'était un bain mort ou quelque chose comme ça, et il lui demande de faire l'arceau d'entrée. Et il lui fait une proposition de 20 ébauches. Aucune ne lui plaît. Il lui dit, vos arceaux sont muets. Je vous demande de faire parler. Il faut faire chanter l'arceau. Il avait bien dit, philosophe de la nature. Exactement. Ça, ça c'est le bonhomme, le commerçant qui demande à Bouchama de faire ça. Mais il n'a pas compris. Il lui dit, écoutez, je vais vous payer un séjour à Fès. Vous allez y voir les derniers ma'allim qui restent, les gens qui ont un savoir empirique. Et si vous êtes assez intelligent, vous allez leur faire parler pour qu'ils vous dévoilent le secret qu'ils ont. Donc, dans tout le travail. Et puis, il fait un travail. Et cette expérience, il l'a rédigé, il a laissé un noir sur blanc dans un livre, L'arceau qui chante. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Bouchama aussi a été l'un des rares dans la civilisation islamique qui a laissé des écrits en termes d'architecture. Parce qu'on connaît très bien qu'à Bagdad, à Istanbul, il y a plein mais on n'a pas d'écrits. Donc, ils n'ont pas laissé. On ne sait pas comment ils ont construit ces palais. On ne sait pas... Est-ce qu'ils partaient de plans? Est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils avaient des idées? On imagine bien qu'ils avaient des idées préconçues sur le bâtiment final, mais on ne sait pas comment ils procédaient. Mais lui, il a essayé de retrouver tout ça à travers son expérience. Ça, c'est la partie un peu... expérience personnelle de Bouchama. Il a fait aussi une carrière politique parce qu'il était membre fondateur du PCA, Parti communiste algérien, en 1936. Il a été dans la délégation du Congrès musulman avec Ben Badis et toute la compagnie qui sont partis en France demander les droits des Algériens en 1936 avec le projet Blum-Violette, etc. Cette histoire que tout le monde connaît, j'imagine. Et il a aussi fait partie de syndicats, il a été dans le mouvement revendicatif, le mouvement national, il a été emprisonné entre 1956 et 1962. Donc tout ça, c'est Abdelrahman Bouchama. C'est vraiment l'intellectuel qui est interagi dans tout ce qui intéressait sa société. Et puis il y a aussi la partie philosophique. Il y a une partie philosophique physique chez Bouchama qu'il a aussi laissé dans ses livres. Donc il a un livre très intéressant, il a appelé La grandeur de l'unité. Donc, on le voit comme ça, grandeur de l'unité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est l'aspect unité, donc religieux, c'est dogmatique? Est-ce que c'est plutôt soufi, mystique? Ou est-ce que c'est l'unité physique? Parce que c'est aussi l'unité de mesure est très importante. On connaît très bien l'histoire des étalons, 1 kilogramme, 1 mètre. Oui. Donc, il y a de tout ça chez Bouchama. Donc, la grandeur de l'unité, exactement. Et puis...
Il y a aussi il y a aussi l'aspect réflexion. Donc, il a laissé un article très intéressant sur la croissance. Il a fait une réflexion sur la projection de la croissance de la ville d'Alger. Et il parlait de cette croissance qui allait atteindre le côté les monts de Bni Moussa, donc Meftah. Donc il disait qu'il fallait réfléchir, ça c'était les années 70, qu'il fallait réfléchir sur ce problème parce qu'on allait buter sur des crises en fin de compte, si on ne réfléchit pas sur un plan d'urbanisation de cette partie d'Alger. Donc, et il a laissé bien sûr comme je disais au début, donc il a construit plein de mosquées, la mosquée d'El Biar, Hidra, Boulourine, il a vécu à Boulourine, donc la mosquée Oumma est juste à côté de chez lui, donc elle est encore vivace et vivante pour témoigner de son travail. Ça, c'est la mosquée Oumma. Et on va voir une deuxième photo de la mosquée Oumma à l'intérieur où les gens... On est en train de la voir là, de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur, parce que j'ai fait exprès pour rappeler un peu que Jamal Oumma respecte les consignes d'espacement, de distanciation sociale qui est de rigueur maintenant, vu la crise qu'on est en train de passer. Donc, il a aussi eu des brevets d'invention. Donc, il a fait la pierre bleue. C'est une pierre de recouvrement qu'il a faite coupe-feu. Donc, il en a fait le brevet, il en a fait don au gouvernement algérien, qui ne l'a jamais utilisé. Il a aussi inventé ce qu'il appelait la brique de sable, c'est pour la construction en site saharien. Il a aussi un fait... substitut peut-être au taupe? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai pas le brevet donc, entre les mains, je ne sais pas. Donc c'est un gars qui faisait ses expériences chez lui. Donc il était très discipliné, il se réveillait à 4 heures du matin pour terminer après l'Isha, donc avec un rythme, une organisation du temps très sévère. Donc de 4 heures jusqu'à 7h30, donc il travaille en termes de lecture, de recherche personnelle. 7h30, il prend le petit déjeuner avec ses enfants, ils vont à l'école, lui il va au travail, donc c'est l'architecture toute la journée, ainsi de suite. Bien qu'il a été communiste, donc ça ne l'a pas un peu éloigné de sa religion parce qu'il est parti en pèlerinage en 1967, c'est un hajj. Le Hajj Abdelrahman Bouchama. Vous voyez, c'est un gars qui a concilié la modernité et l'identité algérienne. C'est pas un gars parce qu'il a fait des études, où il a lu, il a un peu qui s'est complètement détaché, où il s'est révolté contre sa société même. Donc, donc tout ça, je ne sais pas par quoi... je vais lire à la fin ce qu'a rapporté Madame Dib, une architecte, qui lui a donné un conseil. Donc je vais le lire peut-être... il a aussi été derrière l'organisation de la profession d'architecte en Algérie. Donc, il a été rédacteur du statut d'architecte. Il a travaillé sur la définition de la maîtrise d'œuvre. Il a travaillé sur la représentation du corps d'architecte en Algérie et à l'étranger, des architectes algériens à l'étranger aussi. Donc, voilà. Donc, il y a aussi cet aspect d'organisation de la fonction de la profession à laquelle il a participé. Vraiment, il a laissé des empreintes un peu dans tous les domaines. Exactement. Moi, je suis complètement étonné par la quantité de travail. Donc, 78 ans, il a fait un travail colossal. Dommage, parce qu'une vie comme ça, elle mérite d'être sur cinéma. Donc, il mérite d'être un film au moins, ou bien une série, je ne sais pas. Un documentaire. Un documentaire, oui. Donc, c'est Madame Dib, architecte, qui rapporte. Donc, il lui dit, quand tu as des idées, défends-les. Ne te laisse pas embrigader dans ce à quoi tu ne crois pas. L'essentiel, c'est d'avoir un idéal, un but, d'y travailler sans relâche. Il faut te battre. Ça, c'est le conseil d'Abdelrahman Bouchama. Voilà, on retient quand même se battre, toujours, pour ce qu'on veut. Exactement. Voilà, pour ce qu'on veut. Et c'est ce qu'il a fait finalement durant toute sa carrière. Exactement. C'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il a laissé un grand héritage en matière d'écrit, en matière déjà de patrimoine architectural. Exactement. Donc il faut voir, peut-être les architectes devraient étudier aussi le concept architectural de Bouchama à travers l'évolution dans le temps de ses projets. Donc entre ce qu'il a fait pendant les années 30 et ce qu'il a fait en dernier, c'était la mosquée de Blida pendant les années peut-être 80, oui, juste avant son décès. C'était la dernière réalisation. Il y a une évolution, donc il y a une évolution de sa réflexion à lui.
Il y a aussi une évolution dans le système de réalisation qu'il y avait. Donc, au début, ce que pouvaient réaliser les maçons n'était pas ce que pouvaient réaliser pendant les années 80. Il y a ça. Et il y a aussi le travail d'analyse de son œuvre. Donc, il a publié 5 livres. Grandeur de l'unité, l'art arabo-islamique et l'architecture nationale, Deb et Be'er, les arcanes de l'énergie, l'oasis géante et mouvement pensant et matière. Donc ça, ce qu'il a payé. Plus l'arceau qui chante. Et en plus de l'arceau qui chante. Donc c'est un livret où il révèle donc, son expérience vis-à-vis de l'empreinte islamique dans l'architecture universelle. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup pour cette très belle découverte, encore une fois, qui reste méconnue. Exactement. Voilà, donc il faut faire quand même un travail pour faire la promotion de ce personnage quand même typique et unique. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Si vous permettez, je rendrai hommage à 2 personnes parce que le premier livre que j'ai eu entre les mains de Abdelrahman Bouchama, c'est Mouvement pensant et matière. Donc j'ai fait le rapprochement avec mon ami Kamal Bouchama, je lui ai posé la question, il m'a donné une brève biographie de l'architecte et puis en 2018, grâce au professeur Najib El Mbarak, j'ai rencontré la fille de Abdelrahman Bouchama, Madame Assia, qui m'a fait l'honneur de me faire une petite dédicace du livre L'arceau qui chante et qui m'a donné aussi toute cette matière pour le présenter aujourd'hui. Ah bah, très bien, merci beaucoup donc à vous. On vous retrouvera lundi prochain, Inch'Allah, encore une fois pour une autre découverte. Merci beaucoup, on vous souhaite une très agréable journée. Et place à présent à la solidarité. Donc dans un petit moment, nous allons recevoir l'une des représentantes donc, du ministère de la Solidarité afin de parler donc, de la prise en charge des SDF. Mais avant cela, Riles Aït Hamouda s'est intéressé donc, à une œuvre aussi, une autre œuvre, mais cette fois-ci associative, puisque lui, il s'est intéressé donc, à une association d'Elbière, une entreprise aussi en collaboration avec une entreprise pour le nettoyage des voiries. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Une alerte météorologique a été lancée ce week-end. Pluie, rafales de vent, à tout moment les conditions météo peuvent devenir très compliquées. En vue de ces prévisions, dans la commune d'Elbiar, plusieurs agents de l'EPIC Azrout se sont mobilisés pour désengorger et nettoyer les grilles d'évacuation et les avaloirs obstrués. Un travail qui assure la salubrité publique et la sécurité pour la commune et ses habitants en cas de fortes précipitations. وعندنا هنا كاميون كما نقولوا المضخ تاع الماء كما نقولوا حنا بالفرنسي الكومبيني وعندنا لي فيكو وعندنا كاميون 3 طون نصطالوا فوق بلاص كينيدي ومن نهار بدا الشتاء على كل حال الحمد لله ما عندنا حتى مشكل في منطقه الابيار. عندنا مشكل في البالوعات باش كاين على بدا كاين هنا بزاف الكرارس اللي يكونوا راهي جايزين القرع تاع البلاستيك هنا كاين ثاني كثره تاع ديجان حاطين بلي قوبلي وهذاك القوبلي واش فيه ماتريال تاع بلاستيك عباك قوبلي مع قوبلي مع قوبلي واش يوليك شغل كمشه يروح مع لي زافالوار وهذه هي فاش خدمنا تاع الماء تبلع غير الماء. En plus des détritus qui impactent la fluidité normale des eaux pluviales, un autre problème récurrent s'ajoute. Ici, au boulevard Bougara, des avaloirs totalement revêtus de bitume, un réel danger. Dans la même dynamique, cette fois-ci au quartier Lisfinja dans la commune d'Alger-Centre, les habitants sont à pied d'œuvre pour rattraper le temps perdu. Ils activent pleinement avant la saison hivernale. Un déblayage de certains points noirs s'impose, l'élagage aussi, afin d'éviter les chutes de branches et ce qu'elles engendrent comme dégâts. On a créé cette association inchallah باش نوقفوا على حومتنا. بيان سور لي ديغا هذوما الحومه كاين الناس مضراره كاين ما يدخلهم في الديار كدايا حنايا رانا اون لي ريبريزونت باش ان شاء الله نسقوا مع الاداره والبلديه باش نسقموا الحاله ان شاء الله في هذه الحومه. كل شتا دائما يصرى بروبليم الحمله الماء يحبط لالجي سونتر ومن بعد تولي في الحمله حاجه اخرى حنا باش نيفيتيو كاع لي ديغا ان شاء الله ونقصوا لي ديغا رانا بريبارينا تيران ان شاء الله باش هكذا يكون كي يحبط الماء ان شاء الله يروح في البالوعات. Les inondations, les éboulements ou les glissements de terrain ne sont pas les seuls risques causés par les intempéries. Le trottoir, lui aussi, révèle de multiples pièges à éviter.
Et voilà, c'était donc un reportage de Rilez Hamouda. Place à la solidarité, comme je vous le disais, on va parler de la prise en charge donc des SDF. Une représentante du ministère de la solidarité parmi nous ce matin, docteur Soumaya Oulman, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour cette invitation. Alors vous êtes directrice de la protection et de la promotion de la famille au niveau donc du ministère de la solidarité. De la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Voilà. Tout à fait. Alors ce matin, nous allons nous intéresser quand même à la prise en charge des SDF, particulièrement en ces temps donc, de froid. Oui, c'est vrai que la période est tout à fait celle de la priorité aux personnes sans abri. Il faut dire que ce sont des opérations que le ministère de la Solidarité mène tout au long de l'année, mais il y a bien évidemment des efforts qui sont mobilisés en période de grand froid, et notamment à l'arrivée de l'hiver. De l'hiver, voilà. Alors justement, quel est le plan d'action, un petit peu, si j'ai envie de dire, si j'ose dire, du ministère de la Solidarité pour la prise en charge donc, de ces personnes sans abri? Nous avons au niveau du ministère de la Solidarité des dispositifs justement dédiés à ces populations qui sont en situation de grande précarité, en situation même de danger, notamment cette année avec la pandémie du Covid qui fait que chaque personne qui n'est pas dans des conditions sanitaires et d'hygiène propices est surexposée à cette maladie. Et donc là, nous avons des dispositifs qui ont été mis en place nonobstant cette pandémie. Donc vraiment pour revenir uniquement à la problématique de la personne sans abri, il y a des structures d'accueil temporaires, des structures d'accueil de moyenne durée selon le cas, et il y a des dispositifs mobiles qui vont au-devant de ces personnes justement à leur rencontre et justement pour essayer de les insérer dans les dispositifs de prise en charge et d'accueil en hébergement en résidence. Alors on a vu effectivement en début de pandémie particulièrement comment il y a eu la prise en charge donc, de ces personnes particulièrement donc, en cette conjoncture sanitaire quand même inédite. Très spéciale, inédite, absolument. Oui, on se retrouvait dans une situation qu'on ne connaissait pas. Et il a fallu un petit peu, comme on dit, naviguer à vue, avec faire preuve d'imagination, de bon sens, de prudence. Et effectivement, au début de la pandémie, il y a eu plusieurs opérations pour aller à la rencontre justement de ces personnes qui étaient dans la rue. Des opérations, vraiment, c'était des équipes qui allaient, nous avons mobilisé le personnel du ministère de la Solidarité, les personnels des directions au niveau des wilayas, les équipes des cellules de proximité. Nous avons également, c'est des opérations que nous menons en étroite collaboration avec la société civile et les associations. Il y a des associations qui font un travail formidable dans ce domaine-là, qui nous accompagnent. Pour ne citer qu'elles, on va parler du Croissant Rouge, bien évidemment, le dispositif de Nesl Khair. Il y a d'autres associations, les scouts musulmans, les SMA. Donc on voit que vraiment il y a des associations qui font un travail de fond, un travail de longue haleine, parce qu'il ne suffit pas de se lancer dans l'opération, encore faut-il que cet effort puisse perdurer, ne pas se démobiliser. Et donc, voilà, je vous dis, c'est donc des opérations qu'on mène avec la société civile, y compris avec des particuliers. Des particuliers, effectivement. Oui. Et donc, au début de la pandémie, nous avons été vraiment, c'est des instructions que nous avons reçues de Madame la Ministre, elle a été très ferme sur ça. Il ne faut pas qu'il y ait de personnes dans la rue. Cela dit, les personnes parfois dans la rue font ce choix d'aller dans la rue. C'est un mode de vie. On essaye justement, là nous avons des équipes de psychologues, de sociologues, des assistantes sociales qui vont, je vous le disais, dans le cadre de ces petits groupes mobiles, qui vont au-devant de ces personnes pour les convaincre, établir un lien de confiance, rétablir un lien social et un lien de confiance, établir un dialogue, essayer de voir le pourquoi de la situation pour les convaincre, soit de retourner en famille, à la maison, parce qu'il ne faut pas oublier que le lieu naturel de chaque individu, ça reste la famille. C'est la meilleure protection pour l'individu, c'est la famille. Et alors justement, dans cette même perspective, Dr Oulman, aller vers donc, ces personnes, les convaincre, les prendre en charge, c'est justement un reportage auquel s'est intéressée Faria Hamdi. Donc elle a suivi les bénévoles du SAMU pour donc, la prise en charge des SDF. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Une rupture familiale, un divorce, un accident de vie, chacun a son histoire. Entre rejet et indifférence, les sans-abri occupent le décor urbain dans les moindres recoins, les moindres espaces. Il est 23 h, il fait 7 degrés dehors. Nous allons retrouver Omar en plein centre d'Alger,
qui vit dans sa voiture depuis quelques mois. Le 28/12/2019, alors je suis passé à la douane. Et à la douane, ils m'ont laissé sortir, quoi. Ils m'ont passé le papier de TPD. Ils m'ont laissé sortir et je me suis fait contrôler juste à l'extérieur 20 minutes après. Par une brigade de police en uniforme, normal. Alors ils m'ont amené en garde à vue, ils m'ont saisi de l'argent en euros. J'ai fait 48 heures de garde à vue. Après je suis ressorti, je suis passé 2-3 fois au tribunal. Ils m'ont rien expliqué, ils m'ont pas dit comment récupérer mon espèce ou comment récupérer en fait. J'avais aussi des médicaments, parce que je prends des médicaments justement pour une certaine maladie, ça s'appelle la schizophrénie, voilà. Vous allez vous défouler. Vous prenez votre traitement sérieusement? Ça fait 16 ans, 17 ans, ça fait depuis 2003. La première hospitalisation que j'ai effectuée, c'était à Paris. Et ici en Algérie? Aucune. Aucune. Ouais, mais je dérange comment personne. Vous faites pour votre traitement? J'ai pas de traitement. Ah, vous êtes... On me l'a enlevé mon traitement. Je devais pas rester ici. On m'a pris mon passeport, on m'a mis en garde à vue. On m'a pris mon espèce, on m'a fait la totale, quoi. J'ai jamais eu... Le cas de Omar, donc il est suivi en psychiatrie. Il doit être suivi en psychiatrie, c'est-à-dire dans un CHU, pour pouvoir prendre le traitement qu'il faut. Un peu plus loin, Berta et les autres seuls dans la rue. Pendant le confinement, les personnes sans abri se retrouvent isolées comme enfermées à l'extérieur. جولينا نورمال يوكلونا نورمال يعطونا واش نحبوا. يا ودي ما نقدرش نكمل لك الحكايه، انا خدام على كل حفله في شري انايا. عاد 3 راح نخدم انايا. والحكايه ما نقدرش نحكيها لك بيني وبين ربي هذا ما كان. Ça fait quelques mois que Ami Saïd erre dans les rues de la capitale. Jusque-là, il dormait dehors. Ce soir, pour la première fois, il va dormir dans un centre d'hébergement des sans-abri, où il se rencontre avec d'autres personnes comme lui. كنت نرقد في بير خادم مرة جاوني لابوليس ولي زاجون تاع السونتر 11 تاع الليل نغضوني قالوا لي تروح معنا للسونتر تاع دال ابراهيم ترقد ثما تاكل ثما تشرب ثما ما يخصك والو. Les autorités algériennes ont mobilisé tous les moyens matériels et humains en vue de la prise en charge de ces personnes sans abri, en organisant plusieurs opérations de ramassage et d'évacuation vers les centres spécialisés, et ce, dans le cadre des mesures visant la protection de ces catégories vulnérables contre la contamination par le coronavirus. Il est 21h et nous sommes dehors. Nous sortons dans le cadre d'une brigade mixte qui est composée de plusieurs secteurs, qui est chapeautée par la wilaya d'Alger. La majorité de ces personnes ne sont pas d'Alger, disons 90% de ces personnes ne sont pas d'Alger. Ils viennent des wilayas limitrophes, ils viennent pour s'adonner à la mendicité, pour s'adonner à autre chose, d'autres pratiques. Et comme vous l'avez constaté, ils refusent d'être recueillis et comment dirais-je, accueillis au niveau des établissements sociaux de la wilaya d'Alger, où pratiquement toutes les conditions sont réunies pour essayer de les prendre en charge convenablement. Des fois, on est confronté à des enfants mineurs, des femmes issues de wilayas de l'intérieur. Comme vous le savez, Alger est une grande agglomération, elle est très convoitée. Donc, pour eux, ils se fondent dans la foule. Donc, c'est-à-dire c'est une forme d'anonymat pour les gens qui viennent de l'intérieur. Surtout, je pense surtout pour le sexe féminin. Aujourd'hui, ces personnes sans abri ou en détresse ne demandent qu'à vivre et être respectées, à essayer de s'en sortir, aller de l'avant comme tout le monde.
Voilà, donc des personnes qui ne demandent qu'à vivre, donc de vivre dignement. Alors, docteur Oulman, je reviens à vous. Donc, on a vu à travers le reportage de Faria Hamdi, donc qui a suivi donc des bénévoles, donc qui sont sortis sur terrain très tard le soir pour rencontrer donc ces personnes, comme vous le disiez si bien, essayer de les convaincre, donc de reprendre avec les liens avec la famille. Voilà, c'est le lien social qu'il faut rétablir, parce que souvent ce sont des personnes qui sont justement en rupture de lien social. Et tout est là, il faut le reconstruire, il faut l'établir, le reconstruire, le faire durer. Et la devise et notre philosophie un petit peu, c'est de retourner, de remettre cette personne dans son, je vous le disais, dans son lieu familial quand il existe. Dans son élément naturel. Dans son élément naturel, parce que c'est là qu'il a la meilleure protection et c'est là qu'il peut construire le meilleur projet de vie à long terme. Maintenant, quand cette famille n'existe plus pour des raisons, et ça existe, malheureusement, il y a des personnes qui sont complètement seules. Là, il nous appartient de les prendre en charge, de les accompagner dans la durée, dans nos établissements spécialisés et justement construire avec elles un projet de vie justement pour au final les autonomiser et les réinjecter dans la société, en faire non plus une personne passive, mais une personne qui contribue, qui est là à construire, qui est là, qui participe, qui joue son rôle de citoyen à part entière. Alors dans le reportage de Faria Hamdi, Dr Oulman, on a vu quand même qu'il y a des personnes qui viennent aussi de l'intérieur du pays, vers les grandes villes, notamment donc des femmes accompagnées d'enfants. On a des statistiques par rapport à ça? Oui, malheureusement, c'est vrai qu'il nous arrive de rencontrer des femmes. Nous avons dans les personnes, parmi les personnes que nous prenons en charge, il y a environ entre 20 et 25% de femmes. Une bonne proportion de ces femmes, malheureusement, sont des personnes qui sont addictes, donc elles sont dans un comportement de dépendance aux drogues. Pas toujours, j'ai dit, une certaine proportion. Il y a environ 3% d'enfants aussi que nous retrouvons dans la rue. Et là aussi, c'est des enfants qu'on récupère, bien sûr, avec les services de justice, parce que la prise en charge d'un enfant implique l'intervention des juges des mineurs. On ne peut pas extraire un enfant, le placer dans un établissement sans en aviser les autorités compétentes. Donc là, c'est un travail collaboratif qui est codifié, il y a des lois, etc. Il n'y a pas de souci sur ça. Et donc, nous prenons en charge ces personnes. J'ai vu là, dans le reportage, ils ont parlé des malades mentaux. Et c'est vrai que parmi les personnes que nous accueillons dans nos établissements, il y a beaucoup de malades mentaux. L'an dernier, nous avons recueilli à peu près 600 personnes qui étaient en situation de maladie mentale. Et là, c'est un vrai problème parce que nous, au niveau de la solidarité, nous sommes là pour aider les personnes, quel que soit leur statut sanitaire, quel que soit leur statut social. Vous avez besoin d'une aide, nous sommes là. Par la suite, on peut réfléchir. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous êtes là et vous avez mis d'ailleurs un numéro vert à disposition, le 1527. Donc, il va s'afficher en bas d'écran. Donc, le 1527. Il y a le 1527 qui est le numéro vert. Voilà, tout à fait. Nous avons le numéro vert qui est le 1527 pour contacter les services de la DAS. Et nous avons également des plateformes de signalement au niveau du site, soit du site du ministère, ou alors carrément vous allez à ces plateformes www.service-du6solidarité.gov.dz. Vous trouvez une série de plateformes interactives pour signaler le signalement des SDF ou le signalement des personnes âgées qui sont à la rue. On va juste rappeler, si vous permettez, l'adresse de la plateforme. www.service-du6solidarité.gov.dz. Voilà, donc ce sont deux adresses auxquelles on peut s'adresser pour signaler. Voilà, vous pouvez faire le signalement dans l'anonymat, vous pouvez vous identifier. L'important, c'est que vous nous apportiez l'information, parce que quelle que soit la disponibilité de nos équipes et même quelle que soit l'action de ces bénévoles, de cette petite fourmilière de bénévoles qui nous accompagnent dans nos activités qu'on a vues là, dans le reportage, c'était Madame la directrice de l'action sociale de la wilaya, mais qui travaillait avec des bénévoles. C'est extraordinaire. Donc, quelle que soit leur disponibilité et leurs efforts, on ne peut pas aller dans chaque recoin, dans chaque cage d'escalier. Et donc là, nous appelons la société civile, les citoyens, aidez-nous à aider ces personnes. Voilà, nous avons à besoin collaborer et à signaler. Voilà, le juste donner signalement est l'information. important. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dr Soumaya Oulman, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Et merci pour tout le travail que vous faites sur terrain. Merci à vous aussi de nous accompagner dans ces efforts. Alors, on rappelle que vous êtes la directrice de la protection et de la promotion de la famille au sein du ministère de la Solidarité. Merci beaucoup encore une fois. Alors, on continue le programme. On va recevoir dans un petit moment donc une étudiante en informatique qui nous vient de l'université de Skikda et ce sera juste après cela.
et une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, donc de retour et vient de nous rejoindre Yasmine La'labouali, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci. Alors vous venez de Skikda, Yasmine. Exactement, oui. Voilà, alors Yasmine vient de Skikda, elle est étudiante, enfin, vous avez fini votre Master 2. J'ai fini mon Master 2 cette année, oui, en informatique. Félicitations, Merci. en informatique. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous allez nous parler quand même d'une initiative très importante que vous avez faite donc, en compagnie d'autres étudiants, n'est-ce pas? Exactement. Donc vous avez mis en place des applications dans différents domaines. Exactement, donc nous avons fondé le premier centre d'intelligence artificielle en Algérie qui s'appelle Skylab. Skylab veut dire Skikda Artificial Intelligence Laboratory, donc c'est le premier laboratoire d'intelligence artificielle qui est localisé à l'université de Skikda, mais on collabore également avec d'autres universités. Notamment des universités à l'international. Exactement. En fait, à l'international, nous avons 2 coordinateurs qui sont pour l'un à la Silicon Valley aux États-Unis et l'autre à Paris, donc à l'école ECE Paris, avec qui on collabore très étroitement, oui. Alors à Silicon Valley, j'imagine, parce que c'est un peu le fief, on va dire, ou c'est le nid un petit peu de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? C'est le nid, je pense, de la technologie, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Très bien, alors donc cette collaboration, elle est venue comment? En fait, ça s'est fait un peu par hasard. L'année dernière, donc en décembre 2019, on a organisé avec mon club scientifique et un autre club de mon université ce qu'on appelle un bootcamp. C'était une sorte de conférence dans laquelle nous avons invité 3 donc, Algériens qui sont domiciliés à l'international, notamment nos 2 collaborateurs, mais également le docteur Farouk Dey, qui est vice-président à l'université Johns Hopkins. Au cours de leur visite à l'université de Skikda, donc, ils ont discuté avec monsieur le recteur et on a décidé, suite à ça, de fonder le centre. Le centre. Alors maintenant, le centre, il est opérationnel, bien entendu. Exactement. Alors donc, vous travaillez, vous ouvrez un petit peu les portes aux étudiants donc, qui suivent un petit peu la même formation que vous? Oui, bien sûr, exactement. Donc, les portes sont ouvertes pour les étudiants de Skikda, mais également les étudiants d'autres universités parce qu'on nous contacte beaucoup de Biskra, de Batna, d'Alger, de partout. Donc, on essaye de collaborer tant bien que mal avec le Covid et la situation actuelle en ligne. Et en fait, tout se fait en ligne en ce moment. Alors, c'est quand même une initiative très importante. C'est le début, comme vous l'avez si bien dit, c'est le premier centre d'intelligence artificielle que vous avez donc fondé ici en Algérie, à Skikda particulièrement. Vous avez peut-être des projets à avoir pour avoir d'autres antennes au niveau de d'autres universités, probablement? Exactement. L'objectif à long terme serait d'avoir tout un réseau de centres à travers l'Algérie, situés dans les différentes universités algériennes. Donc, nous sommes actuellement en discussion avec Biskra, notamment Batna et d'autres universités qui nous ont contactés suite à ça et qui nous ont dit, voilà, nous serions intéressés de reproduire la même initiative. Donc, l'idée globalement, c'est de créer tout un réseau algérien et non pas seulement un seul centre. Effectivement. Et justement, à travers le centre que vous avez bâti, donc Skylab, c'est ça? Oui, Skylab. Alors, Skylab que vous avez bâti, vous avez aussi lancé des projets, notamment des applications. Donc, parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors, nous avons différents projets gérés par différentes équipes, notamment dans l'éducation, dans l'environnement, dans la détection et la reconnaissance des émotions, dans aussi tout ce qui est le domaine de la santé. Nous nous intéressons particulièrement aux maladies pulmonaires. Donc, nous avons développé un projet qui tourne autour de la détection et la classification de maladies pulmonaires. Alors, c'est un travail que vous faites en collaboration avec des médecins aussi? Exactement, avec des chercheurs? oui. Oui, en fait, pour chaque domaine dans lequel nous ne sommes pas spécialisés, on essaye un peu de collaborer avec des spécialistes, notamment dans ce cas-là avec des médecins ou bien pour l'environnement avec des personnes toujours spécialisées vraiment dans les domaines pour pouvoir avancer rapidement. Alors, allez comme la technologie ou allez comme l'information. Exactement. C'est un peu ça, finalement. C'est ça, oui. Alors, toutes ces applications, alors, est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce que le grand public, le citoyen peut donc les télécharger, peut avoir accès ou comment ça se passe? Les télécharger, non, parce que tous les projets sont en cours de développement. Donc, le centre en fait, c'est très récent. C'est très récent, oui. c'est-à-dire? On l'a fondé en février 2020.
D'accord, c'est tout récent, effectivement. Oui, c'est tout récent. Même les projets qui sont en cours de finalisation ne sont pas encore disponibles au grand public. Par contre, ils sont consultables pour les personnes qui souhaitent consulter le côté technique sur le site Intel DevMesh, donc de la société Intel. D'accord. Alors, donc, ce sont des applications, des projets qui sont développés exclusivement par des étudiants ou vous êtes encadré? Comment ça se passe un petit peu le travail au niveau du centre? On est un petit peu, je dirais pas encadré, mais c'est comme des équipes. En fait, nos encadreurs travaillent avec nous comme si vraiment ils étaient... des membres de l'équipe. Exactement, oui, c'est ça. Voilà, alors donc ce sont vos enseignants qui travaillent avec vous? Ce sont nos enseignants de l'université de Skikda, mais également des ingénieurs spécialisés dans tout ce qui est technique, serveur, etc. En collaboration toujours avec le docteur Bouache qui est à l'étranger et le docteur Snossi. Très bien, alors vous êtes un groupe d'étudiants qui avait lancé ce centre, maintenant vous avez fini vos études, vous allez quand même faire partie de ce centre prochainement? Oui, bien sûr, le centre ne se limite pas qu'aux étudiants. En fait, nous, on est ouvert à toute initiative, chaque porteur de projet qui souhaiterait intégrer le centre, en fait, c'est possible. D'accord. Alors justement, encore une fois, pour ces applications, alors, généralement, quand il s'agit de technologie, on va vers les besoins un petit peu des citoyens. Est-ce qu'il y a des études de marché qui se font au préalable ou ce sont des propositions que vous faites vous-même? Pour le moment, ce sont des propositions faites par les étudiants, encore une fois, mais on va essayer exactement de cibler les besoins de l'Algérie et pourquoi pas de la ville de Skikda aussi. Voilà, alors si vous êtes parmi nous ce matin, c'est parce que le journaliste donc, de Skikda, Khaider Wahab, nous a mis en contact avec vous. Oui. Voilà, et on le remercie ce matin donc, de nous avoir présenté une lumière comme vous. Merci. Et puis toute l'équipe qui est avec vous. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. La'la, donc Bouali, Yasmine, peut-être un dernier mot avant de se quitter? Je vous remercie pour l'invitation et je remercie M. Khaider de m'avoir mis en contact avec vous. Marhaba bik. Voilà. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Inch'Allah, vous serez encore une fois parmi nous pour nous parler peut-être de d'autres projets. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc Yasmine La'la Bouali, je rappelle, vous avez fini vos études, votre master en système d'informatique et vous êtes venu de l'université de Skikda. Merci beaucoup et on vous souhaite une très belle continuation. Voilà, donc on se retrouve dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Meriem Oussaïd qui nous mettra le plein de vitamine C ce matin avec le pamplemousse. Mais avant cela, c'est un reportage que Meriem Oussaïd d'ailleurs a fait. Elle s'est intéressée au Conservatoire national des formations à l'environnement. On se retrouve juste après. Le Conservatoire national des formations à l'environnement est un organisme spécialisé dans la formation environnementale. Son but est l'accompagnement, la sensibilisation et l'éducation environnementale. Les projets phares qui ont été réalisés par le Conservatoire national de formation sont le programme national des eaux plateaux relatif à l'environnement et à la gestion des déchets. On a formé plus de 3800 cadres des collectivités locales. On a aussi formé plus de 600 animateurs des associations activant dans le domaine de l'environnement. Dans le cadre aussi de conventions de partenariat entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Justice, le CNFE a formé plus de 4200 pénitentiaires et encadreurs dans les directions pénitentiaires. Donc aussi le CNFE forme et accompagne les entreprises, les centres d'environnement technique, les entreprises activant dans le domaine privé ou bien public, donc dans les formations relatives à l'environnement et au développement durable. Le CNFE assure aussi l'installation, l'encadrement et le suivi des clubs de l'environnement installés sur le territoire national dans les établissements scolaires pour les 3 paliers. Le ministère de l'Environnement a initié un programme d'équipement de ces clubs de l'environnement par des malades pédagogiques, manuels pour l'animateur des clubs de l'environnement et aussi un équipement sur tout ce qui est bac de tri, compostage, kit solaire démonstrative, il y a aussi équipement de jardinage et des guides et des affiches de sensibilisation. Il y a aussi un programme en cours, tout ce qui est élaboration des outils éducatifs de sensibilisation. C'est des jeux éducatifs, ludiques, pour sensibiliser les enfants d'une manière spécifique de sensibilisation. C'est tels que un jeu sur les déchets, pêche des déchets, des biodiversité, changement climatique. Les espaces verts, le jardinage, les jardins en ville sont aussi au cœur des missions du CNFE. Comme vous le savez, les jardins, c'est des lieux de haute thérapie. Les jardins, c'est des lieux d'attractivité du territoire. Les jardins, c'est des sources c'est des forces économiques quelque part.
Donc c'est un peu, comme le disent les chercheurs, c'est sur le végétal. Quand ils parlent du végétal, ils disent que c'est l'allié objectif de la santé humaine. Donc nous travaillons, nous développons des formations sur différentes thématiques de jardinage, sur le jardinage scolaire, le jardinage pédagogique, le jardinage thérapeutique, sur la réalisation et la création des jardins partagés. Faire prendre conscience au plus grand nombre des problèmes de pollution, de réchauffement climatique et de désertification reste une tâche ardue. L'enjeu est grand, mais la volonté et le travail restent sans relâche. C'était donc le Conservatoire national des formations à l'environnement et c'est Mariam Oussaïd qui s'est intéressée. Elle est parmi nous ce matin. Mariam, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Mariam? Très bien. Très bien. Alors, c'était donc une virée au Conservatoire national des formations à l'environnement. Donc, qu'est-ce que tu as retenu peut-être de plus de ce conservatoire? Déjà, nous nous sommes rendus, les dernières images qu'on a vues dans le reportage, c'est la maison de l'environnement de la wilaya de Tipaza. Donc, c'est un lieu magnifique. C'est un établissement qui est vraiment, on va dire, qui attache une très très grande importance à la formation et aussi à la sensibilisation, parce que ce qu'il faut savoir, leur particularité, c'est qu'ils ont des jardins en terrasse. Et bon, là, étant donné avec le confinement et tout ce qui s'ensuit, donc les activités sont un petit peu, on va dire, tournent un peu au ralenti, mais d'habitude, en temps normal, donc chaque samedi et chaque mardi, les enfants viennent, il y a des séances de jardinage, il y a de la sensibilisation, donc vraiment, ils sont, on va dire, très très à cheval, ils travaillent d'arrache-pied, et à l'intérieur de l'établissement et même aussi à l'extérieur, puisqu'ils se déplacent, ils essayent d'aller dans des établissements scolaires où ils font comme ça des séances de sensibilisation avec les enfants. C'est très intéressant parce que finalement, ils commencent à inculquer, on va dire, à semer cette culture verte à l'enfant dès le jeune âge. Et c'est très important, donc ils grandissent avec cette importance de l'environnement finalement. Oui, en fait, ce qu'ils ont ciblé, c'est les enfants parce qu'ils savent très bien que c'est eux, que l'avenir sera fait par eux. Exactement. Donc, leur faire prendre conscience déjà dès leur jeune âge des problèmes d'environnement, c'est-à-dire les sensibiliser au réchauffement climatique, à la pollution, au tri des déchets aussi, puisqu'on essaye aussi de faire des petites formations, comment trier les déchets et comment aussi, on va dire, gâcher le moins possible de choses. Voilà, effectivement, gâcher le moins possible de choses. Et ce matin, tu t'es intéressé quand même à un fruit de saison, plein de vitamine C. Et d'ailleurs, c'est un fruit, si on sait bien le consommer, on aura zéro déchet avec. Effectivement. Effectivement. Zéro déchet parce qu'on peut tout consommer, que ce soit la pulpe à l'intérieur ou même la peau, on pourra en faire tout simplement des fruits confits ou des confitures ou des marmelades, voilà. Alors, ce matin, honneur au pamplemousse. Et oui, honneur au pamplemousse, donc fruit de saison incontournable, qu'il ne faut absolument pas rater parce que c'est un petit peu la même histoire que pour la clémentine ou la mandarine. Donc la saison est un peu courte. Donc profitez, ne remettez pas demain, ne dites pas ouais demain j'irai acheter. Non, dès que vous le rencontrez, vous plongez, vous achetez vos pamplemousses et vous rentrez avec à la maison. Voilà, on ne risque pas de le trouver au mois de février-mars, alors autant profiter. En profiter. Donc une saison assez courte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le retrouve de moins en moins, c'est dommage. On trouve beaucoup plus d'oranges. De mandarines, de clémentines, effectivement. On va dire que peut-être que la culture est un peu moindre ces dernières années, mais quand même il y a, on va dire, de nouvelles idées, étant donné qu'on voit de nouvelles variétés, chose qu'on ne voyait pas autrefois. Donc, comme tu peux le voir, Nour Houda, et vous pouvez le voir vous aussi. Donc, nous avons du pamplemousse rose. Il y a une petite confusion qui se fait, c'est pas juste chez nous, c'est vraiment dans le monde entier. On a un petit peu de mal à distinguer entre le pamplemousse et le pomelo. Donc, vraiment, on n'est pas d'accord, c'est du pamplemousse, pomelo. Bon, nous, on va dire tout simplement du pamplemousse jaune et du pamplemousse rose pour faire les choses beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples, voilà. Alors, est-ce que, justement, ce genre de variété va faire qu'il y ait des différences, par exemple, sur le plan du goût, sur le plan du nutriment, des nutriments plutôt? Alors, sur le plan du goût, oui, puisque étant donné que chacune aura peut-être une saveur légèrement différente, mais au niveau des nutriments, non, ça sera carrément la même chose. Par contre, sa particularité dans le Houda, c'est que le pamplemousse résume un petit peu tous les agrumes. Donc, on a un peu tout. On a le parfum des oranges et des mandarines, on a un petit peu l'acidité du citron. C'est vraiment on va dire, allez, c'est le cocktail de tous les agrumes. Et il faut savoir qu'il a réellement une particularité parce qu'il est considéré comme un médicament. C'est vraiment un soin, c'est un détoxifiant
très puissant, ça a été prouvé. Il y a des études qui ont été faites dans le monde entier pour prouver ses vertus. Donc on dit vraiment que c'est le meilleur détoxifiant pour le foie. Donc autant en consommer, autant en profiter. Alors il faut dire que le pamplemousse a un pourcentage d'acidité très élevé. Donc on a vraiment du mal à le déguster comme on le fait avec une orange ou avec une mandarine. Oui. Et pourtant on peut le prendre en nature avec quelques petites astuces. Oui, alors c'est vrai qu'il est légèrement acide, pas autant que le citron, mais quand même il reste pas très sucré, légèrement acide. Donc, acide et amer en même temps. Oui. Acide avec un arrière-goût plutôt une touche d'amertume, oui, qui déplaît beaucoup aux enfants. Il faut dire que c'est assez compliqué de leur faire manger, on va pas mentir, ouais, enfin manger, plutôt boire en jus. Donc il faut rajouter des tonnes de sucre et c'est pas vraiment très intéressant. Voilà. On essaye, mais bon, allez, on va mettre une cuillère juste pour histoire d'adoucir légèrement, ou alors comme vous me l'avez dit tout à l'heure dans le houda, on met tout simplement un peu de miel, c'est bon aussi. Voilà. Du miel. En tout cas, moi, je ne le consomme pas en jus pour ne pas perdre un petit peu toutes les fibres. Oui. Mais je mets du miel carrément. Donc, je coupe en deux, je mets du miel et je déguste comme ça à la c'est une cuillère. excellente manière de le consommer. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple de consommer le pamplemousse. Donc, le couper en deux et aller tranquillement déguster le matin. Si on peut se mettre sur son balcon, ça serait l'idéal. Donc, voilà, tout simplement. Surtout quand on a une très belle perspective à voir. Exactement. Ou alors, on se met face à sa télé, c'est pas grave. Je fais allusion au balcon de Maryam. Elle a une très belle vue. C'est l'autoroute qui mène vers Bablouet. Voilà, exactement. Voilà. C'est ce versant-là. Donc c'est vrai que j'ai une vue super belle. Et surtout, voir le lever du soleil, c'est vraiment une chance. C'est une chance que j'apprécie tous les jours. Et je me lasse pas. Tous les jours, je me dis, waouh, c'est trop beau. Et justement, c'est ce que j'allais dire parce que pratiquement, chaque matin, donc très tôt, généralement au lever du soleil, tu partages avec nous une très belle photo. Oui. Donc de la perspective. Oui, tous les jours, le matin. Sur les réseaux sociaux. Ah oui, tous les matins. Donc je ne sais pas si les gens, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui le remarquent. En ce moment, les levées du soleil sont exceptionnelles. Alors surtout avec les nuages gris et tout. Donc le matin, c'est rosé, c'est vraiment un spectacle à ne pas rater. Ça vaut le coup de se lever un peu tôt le matin, même si on est des fois pas évident d'être. Alors, Yazid a un petit cadeau pour toi, Maryam. Ah, j'adore les cadeaux. Voilà, il a un petit cadeau pour toi et il va t'offrir un panaché au pamplemousse avec une très belle musique. Voilà, ça c'est génial. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir. Allez, pamplemousse. Le pamplemousse pique, pique, pique les babines. Le pamplemousse pique, pique, pique les babines. Ça démange les canines et chatouille les narines. Et ça tortille les deux antennes de capucine. Le pamplemousse pique, pique, pique les babines. Le pamplemousse pique, pique, pique les babines. Il faut pour en manger, vider le sucrier. Ou ça vous frise les cheveux et vous retrousse le nez. Le pamplemousse pique, pique. Ouais. On te remercie, Yazid. Franchement, même moi, je me suis amusée en tout cas. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait une chanson sur le pamplemousse. Merci, Yazid. Eh ben voilà, Yazid l'a trouvé. On ne sait pas d'où est-ce qu'il l'a trouvé, mais il l'a trouvé quand même. Merci. Yazid, il trouve tout. Voilà, il trouve tout, exactement. Merci, Yazid, donc, pour ce beau cadeau. Moi-même, d'ailleurs, j'en ai profité. Mais j'imagine les téléspectateurs aussi. Donc, on revient quand même à ce pamplemousse. Probablement, tu pourras nous couper une, voir un petit peu de l'intérieur. Allez, je prendrai beaucoup de plaisir à le faire. Hein. Voilà. Je prendrai, si tu permets, le petit sopalin pour ne pas salir la table. Ensuite, et voilà, je prends laquelle? On va prendre du pamplemousse rose. On le va pamplemousse rose par celui-là. Voilà. Donc une variété que l'on retrouve sur les marchés. On va donner le prix. Oui, justement, c'était la question que j'allais poser. Relativement cher, il faut savoir qu'il fait entre 250 dinars et 300 dinars le kilo, pour la simple et bonne raison que c'est une variété qui est assez rare, donc elle commence à être plantée chez nous, c'est normal. Bon, donc au fur et à mesure on va dire que les vergers seront installés, que la production sera plus importante. Il faut dire que l'odeur. Oui, voilà. Alors l'odeur, Maryam, elle est tout juste envoûtante. Ouais, ça sent super bon. Effectivement, on a l'impression que c'est un petit mélange entre de l'orange, du pamplemousse, un peu citronné. Voilà, on reconnaît quand même, les odeurs des agrumes, des autres agrumes qu'on a l'habitude de prendre. Alors il faut dire qu'il y a plusieurs variétés, hein. Donc il n'y a pas que le pamplemousse rose, il n'y a pas que le pamplemousse jaune. Oui. Donc il y a aussi le pamplemousse rouge que nous étions en train de voir d'ailleurs sur quelques photos, voilà. Voilà, donc oui, exactement. Donc ça, c'est le pamplemousse rouge. Je suppose. Ah, vous savez, on va trouver plusieurs nuances.
Il faut savoir que d'un pays à un autre, que d'un arbre à un autre, il y aura toujours quelques nuances, quelques différences. Alors pour cette variété, je ne sais pas si tu as remarqué dans le Houda, donc il n'y a pas de pépins. Il n'y a pas de pépins, oui. On va couper la jaune, on va voir s'il y a des pépins. Donc, alors celle-ci n'a pas de pépins, c'est vraiment, c'est ce que recherchent aussi les gens. Il faut savoir, hein, ce sont ces variétés-là, donc où la peau est fine, où la chair est gorgée d'eau, bien entendu parfumée, c'est aussi des repères que les gens cherchent, et aussi qu'il n'y ait pas de pépins. Donc vraiment, ça facilite la consommation quand on prend, comme on l'a dit tout à l'heure, noir avec un peu de miel ou un peu de sucre. C'est plus agréable. Voilà, on y va vers le miel, comme ça on va rester quand même dans la nature. Donc, alors là, par contre, on trouve quelques pépins. On trouve quelques pépins, ils sont gros, oui, pas beaucoup, bien entendu, pas comme pour la mandarine, qui en a énormément, mais il y en a quelques-uns. Quelques-uns, voilà. Mais de toute façon, comme généralement on le consomme sous forme de jus, donc ça ne va pas vraiment gêner parce qu'on peut de toute façon s'en débarrasser. Voilà, assez facilement. Et voilà, pas se donc, faire passer au blender. Au niveau de l'odeur, dans le Houda, il y a une grosse différence. Il y a une différence quand même d'odeur. Là, ça va beaucoup plus vers le citron. Donc là, c'est vraiment, on retrouve quand même l'acidité du citron. Oui. Voilà. Avec l'odeur quand même. Là, par contre, le pamplemousse, c'est beaucoup plus parfumé. C'est beaucoup plus parfumé, beaucoup plus sucré. On sent quand même une odeur plutôt sucrée. Hein. On reconnaît plutôt l'odeur sucrée, le pamplemousse rose. Alors, donc j'imagine le goût va changer aussi. Oui, le goût va changer. Alors l'idéal, bien entendu, ce serait de faire un petit mélange, de mettre les deux en même temps. Ça serait parfait. Donc, pour profiter pleinement des nutriments. Exactement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas jeter la peau. Surtout pas. Bien entendu, bien la laver d'abord avant de la consommer, comme ça on n'aura pas à la relaver une deuxième fois. On peut le faire carrément sécher les peaux, ensuite les réduire en poudre et on pourra plus tard les incorporer dans les recettes de gâteaux. Voilà, dans les recettes de gâteaux. Voilà. Il faut savoir aussi que le pamplemousse se mange de différentes manières. Enfin, dans certains pays, on le cuisine différemment, puisqu'on l'associe à des viandes rouges, à des viandes blanches, histoire de relever un petit peu, de donner du parfum. Bon, nous on ne le fait pas, nous on le consomme tout simplement en jus nature et de préférence sans sucre. Et voilà. Et puis il y en a beaucoup aussi qui font des marmelades, qui font des confitures avec. Voilà, il y a toujours quand même ce goût, cet arrière-goût plutôt amer, plutôt acide, mais il y en a quand même qui apprécient. Exactement, et aussi qu'on atténue, il faut le dire. Il faut dire, on atténue un petit peu ce goût amer en faisant toutes ces recettes de marmelade et tout, et aussi pour le consommer, parce qu'on sait très bien que la période est courte, donc quand on fait toutes ces recettes, que ce soit confiture, marmelade et tout, on peut ensuite en profiter toute l'année, sans compter qu'on garde aussi quand même une bonne majorité de ses vertus, même si on le cuisine en confiture. Voilà, et puis pour la poudre, donc tu es en train de parler de comment on peut avoir donc la poudre des épluchures. Oui, on va faire ça avec pratiquement tout, hein. Oui, que ce soit le citron, citron, mandarine, orange, allez-y, donc ne jetez pas. C'est vrai que ça fait toujours de la peine quand on finit de presser tous ces agrumes, on voit comme ça tout le tas de déchets, on se dit qu'est-ce qu'on en fait, Et bien tout simplement, on allume le four, on le laissera pas, on va pas le mettre à feu, on va dire fort, on va le mettre très faible et le laisser à 40 degrés, à peu près à 40 degrés. On surveille bien entendu. Voilà. On le laisse on essaye de le dessécher carrément et ensuite on peut ou le garder comme il est ou alors, comme je l'ai dit, donc le réduire en poudre et le mettre au réfrigérateur. Voilà. Et puis il y en a même ceux qui l'utilisent dans certaines recettes de cosmétiques. Ah oui. Puisque c'est un excellent antioxydant finalement. Donc ça permet de réduire les rides, par exemple, l'apparition des rides, de donner une bonne mine aussi, pourquoi pas. Du moment que c'est riche en vitamines C. C'est vrai qu'il rentre dans énormément de consommation de produits comme ça, de cosmétiques, et aussi on dit que c'est un excellent brûleur de graisse. On l'utilise aussi pour enlever la cellulite. Donc si on n'a pas le produit, on peut le faire soi-même, donc récupérer les peaux et les utiliser, voilà, tout simplement dans le bain, ou même aussi quand on prend un bain, mettre il faut savoir que dès que la peau est en contact avec de l'eau chaude, donc il y a les effluves du parfum qui sont remis, on va dire, au goût du jour. Voilà. Ben, merci beaucoup Mariam pour cette jolie découverte découverte. C'est vrai qu'on n'en consomme pas beaucoup, alors il faut en profiter du moment qu'il y en a pendant cette saison. Merci beaucoup Mariam, donc on te retrouvera lundi prochain. Inch'Allah. Donc avec un autre fruit, légumes, peut-être des herbes aromatiques, on verra. Ça va être une surprise la semaine prochaine. D'accord, j'ai hâte. Voilà. Merci beaucoup Mariam. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, à partir de 8h30, Nour Moqaddem qui vous accompagnera jusqu'à 10h. Quant à moi, je vous souhaite une très agréable journée. Nous finissons l'émission avec une très belle chanson du regretté Mohamed El Kamel qui nous interprète Manarfch. ما نصيرش عدو في الدنيا
الدنيا يقول لي وين نحفف واش من دخان تتكيف من بعد ما تقعد